Et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler d'agents IA. Donc pourquoi les agents IA? Tout simplement en fait parce qu'ils sont à la base de plein d'automatisations différentes et ces agents IA sont en interaction avec beaucoup d'outils. Et comme ils font beaucoup de choses et qui sont liés à un LLM, en fait, il y a beaucoup de chances que des hallucinations soient provoquées et qu'ils se mélangent les pinceaux. Et il y a pas mal de choses à mettre en place pour justement éviter ces hallucinations et permettre d'avoir une sortie qui est la plus rigoureuse possible. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va aussi voir les bonnes pratiques qu'il y a à mettre en place autour de ces agents, notamment en termes de prompting, parce que je vois beaucoup de choses qui sont pas bonnes autour de moi. Et voilà, il y a quand même pas mal de choses à respecter et avoir une rigueur à tenir quand même en termes de prompt. Et on verra aussi du coup toutes les possibilités qu'on peut greffer autour de cet agent afin d'avoir des flows les plus clean possible. Et en fin de vidéo, voilà, je vous ferai un petit exemple d'un agent qui permet de définir le prix d'un voyage lorsqu'on lui propose certains critères. Et on va voir un petit peu toutes les interactions qu'il y a avec des outils différents qui permettent de maintenir une certaine rigueur dans le flow et une certaine constance dans la sortie des résultats. Donc on va voir ça, à tout de suite. Bon, tout d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est un agent IA. Un agent IA, c'est un système autonome qui va recevoir de la donnée, donc de la donnée par un input, donc que ce soit par un chat, que ce soit par un workflow, que ce soit par un webhook, et à partir de cette donnée initiale, il va prendre des décisions. Et il va prendre des décisions et interagir avec son environnement pour répondre à ces décisions. Donc dans son environnement, il va y avoir tout un panel d'outils. Ce panel d'outils va lui permettre du coup d'interagir en fonction du prompt qui a été défini initialement. Et l'avantage avec cet agent, c'est qu'il peut définir si oui ou non, en fonction de l'input, il a besoin d'utiliser ces outils. Je vous ai fait un petit peu une présentation schématique de cet agent-là. Donc je vais zoomer un peu, ce sera mieux. Donc voilà, on a cet input. Ensuite, on a un agent qui consiste en fait en un LLM qui va recevoir un prompt et qui va ensuite échanger avec tout un environnement d'outils et un output. Donc ça, c'est la représentation classique d'un agent qu'on peut se faire. Et ensuite, voilà, on a ce qu'on appelle un agent un peu plus complexe, qu'on peut aussi avoir dans des outils d'automatisation comme n8n, comme Meg, etc. On va avoir un input, mais ensuite, cet agent va être constitué du coup d'un LLM. Donc l'input va être analysé par le LLM, et le LLM va définir si oui ou non il va utiliser ces outils. Il peut aussi vérifier dans une mémoire, donc ça peut être une mémoire à courte ou à long terme. Donc court terme si c'est juste une mémoire basée sur le chat initial, ou long terme si c'est carrément une mémoire stockée liée à de précédents échanges avec cet agent, stockée dans un outil extérieur tout simplement, comme peut être un Supabase, comme peut être un Pinecone par exemple. En fonction de cette mémoire, il va définir si oui ou non il peut interagir avec ces outils. Et ensuite, il va sortir l'information grâce à un tool qui s'appelle le Structured Output Parser et qui va lui permettre de sortir une information output structurée. Donc ça peut être sous forme de format JSON, ça peut être sous forme de texte avec une sorte de structure spécifique, etc. Et enfin, on peut carrément lui greffer un outil Sync. Cet outil Sync va permettre à cet agent de vérifier potentiellement chacune de ces tâches pour vérifier que l'agent a bien exécuté le prompt et que l'output est bien du coup l'output que l'on souhaitait initialement. Donc déjà on complexifie pas mal notre agent, mais tout ça pour garantir une certaine cohésion dans la sortie de cet output. Le but de tous ces outils sont aussi d'éviter les hallucinations qui peuvent être causées par les LLM notamment, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'échanges d'informations qui sont effectués. Comme on peut voir ici, le LLM va potentiellement échanger plusieurs fois avec différents outils, et au fur et à mesure du temps, l'information peut se perdre ou elle peut être modifiée. Et en fait, ces outils, donc le sync, le struct output, vont nous permettre de valider une sortie et un résultat qui va être cohérent avec le prompt initial. On peut rajouter à ça d'autres sécurités, d'autres garde-fous, comme on peut appeler ça. Donc on va avoir le human in the loop, donc le fait de rajouter un humain dans la boucle pour vérifier la sortie, l'output du LLM. Donc ici, par exemple, on peut greffer un chat. Donc ça peut être par Telegram, ça peut être par Slack, ça peut être par mail. Je ne sais pas si par mail le font, donc attention, je ne ferai pas m'avancer. Mais voilà, par un système de chat, on peut très bien envoyer du coup l'output et dire à l'humain, est-ce que oui ou non, tu es d'accord avec cet output. S'il n'est pas d'accord, alors on peut carrément repartir dans la boucle pour que l'agent reformule, ou alors on peut carrément faire une erreur de flow
Et s'il y a une erreur de flow, on peut aussi voilà, créer un flow de back-end qui va nous permettre de gérer cette erreur. Donc par exemple, envoyer un message pour nous informer de cette erreur-là, ou alors ça peut être, je ne sais pas, un trigger dans une base de données pour voilà, gérer tel problème de cette erreur, etc., etc. Et si la personne est d'accord, alors là on a un output qui est, voilà, qui est plus ou moins structuré et garanti sans hallucination, enfin avec le moins d'hallucinations possible, notamment grâce au think, au structured output et au human in the loop. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de choses qui sont là pour nous garantir cette cohésion dans l'output de l'agent. Donc les infos importantes que j'ai pu noter tout au long un petit peu de mon expérience là sur l'IA, c'est que le plus important sur les agents, c'est de bien structurer la donnée d'entrée et aussi la donnée de sortie de l'agent. Donc toujours dans le but de limiter les hallucinations et d'avoir la donnée la plus cohérente possible, que ce soit pour l'agent, donc il est à l'analyser, donc une donnée cohérente et structurée, et aussi en sortie. Comme ça, en sortie, on a vraiment une donnée structurée et on peut voilà, réutiliser ces données sorties dans différents endroits du workflow. Ensuite, exploiter l'outil sync, surtout pour le multitâche. Donc en effet, l'outil sync nous permet vraiment de vérifier à l'intérieur même de l'agent si chacune des instructions, chacune des étapes sont bien respectées. Et ça nous permet vraiment de limiter tout ce qui est hallucination. Avoir un prompt structuré et clair est aussi très important. Bien définir quel est le rôle de l'agent, quelles sont ses missions, quels sont les outils qu'il a à disposition. Donner des exemples aussi très importants, des exemples du coup d'input, donc de prompt par l'utilisateur, et aussi des exemples de sortie, donc d'output que l'agent doit fournir à l'utilisateur. Donc c'est assez important quand même, et même donner plusieurs exemples, il ne faut pas hésiter. Et voilà, et en fait ce prompt-là, il faut le structurer, donc que ce soit en HTML ou en Markdown, car voilà, ça va nous permettre vraiment d'avoir, comment dire, un agent qui est plutôt clean. Donc là, je vais vous montrer vite fait un exemple. Bon, pour vous expliquer ça de manière un petit peu plus claire, on va partir directement sur un prompt. Voici une structure que j'utilise de façon très régulière. J'utilise pour ça du Markdown, qui est une version plus simple de l'HTML. Et voilà, pour faire du Markdown, déjà on va lister les grandes catégories en utilisant des hashtags. Ces hashtags représentent un petit peu, comme en HTML, ce qu'on pourrait avoir avec des H1, H2, H3. Ici, on a 3 hashtags, par exemple, pour la partie rôle, et ça correspond donc à un H3. Si on avait eu un seul hashtag, c'est H1, et 2 hashtags, ça aurait été du H2. Donc voilà comment tu marques les grandes catégories. Je commence par le rôle, pour préciser un petit peu le rôle de l'agent. Ensuite, je lui impose un contexte, pour qu'il soit un peu plus mis en contexte et qu'il comprenne un peu mieux les demandes par la suite. Ensuite, je lui mets en avant les différents tools, à quel tool il sera confronté. Donc j'indique le tool et je lui indique la description de cet outil. Pour qu'il sache, pour que l'agent sache à quoi sert cet outil et dans quelle situation l'utiliser. Ensuite, je lui indique les différentes variables d'input, donc quelles sont les variables qu'il est censé recevoir. Tout ça pour l'aider à avoir du contexte et savoir comment les utiliser. Et ensuite, voilà, une partie assez importante, c'est les instructions. Donc là, étape par étape, je vais lui indiquer ce que l'agent doit faire. Dans un premier temps, tu dois review l'input. Dans un second temps, si telle information dans l'input est donnée, alors tu vas utiliser tel tool, etc. etc. et je lis vraiment jusqu'à la fin. Pour lui donner le plus de contexte possible. Et voilà, lui permettre de suivre quand même une guideline. Et enfin, j'ajoute des exemples avec un input que je lui donne et un output, donc ce qui doit sortir. Donc là, ici, je lui ai donné 2 exemples. Et voilà, donc l'output format, donc toujours sortir un format JSON en sortie, que j'ai indiqué du coup dans les exemples déjà. À savoir que cet output format, on peut aussi lui indiquer un spécifique output format ici. Donc c'est ce que j'ai présenté dans le schéma juste avant, juste ici. Le structured output, c'est ce tool-là. On lui indique le format de sortie que l'on veut. Et ça va nous permettre ensuite de générer ce format de sortie et de le respecter surtout. À savoir que si on veut vraiment être sûr que le format de sortie soit bon, on peut y ajouter un auto-fixing output parser qui va nous permettre de connecter ce structured output parser et de rajouter un modèle. Donc là, on peut rajouter un modèle OpenAI. Et en fait,
cet auto-fixing va nous permettre de vérifier que l'output est vraiment au bon format. Donc, dans un premier temps, on lui indique le format, et en plus, au cas où le format n'est pas respecté, on va avoir cet auto-fixing qui va permettre de respecter ce format. Donc voilà, il y a quand même pas mal de techniques qui sont mises en place pour qu'on ait un format qui soit vraiment cohérent 99% du temps. Le but étant que ce soit 100%. Voilà. Et enfin, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des dernières règles et dernières instructions finales. C'est dans ces cas-là où souvent je lui indique de maintenir un ton voilà, professionnel ou un ton fun par exemple, de jamais inventer d'informations, de protéger la donnée utilisateur, de ne pas divulguer d'informations, etc. etc. Enfin. Et le dernier point est d'adopter le bon LLM en fonction de la nature de la demande. Donc ça c'est un point qui est assez important. Si vous avez un agent qui a beaucoup d'outils, qui doit faire beaucoup d'interactions, il est important de mettre un bon modèle d'IA avec cet agent-là pour qu'il puisse voilà, répondre aux besoins. Sinon, en fait, on va avoir des incohérences et des hallucinations. Par contre, si voilà, on a un agent qui est assez simple, qui a par exemple, il reçoit un prompt et son but c'est de dire est-ce que dans le prompt, la personne a dit rouge ou noir, bah là, du coup, c'est très très simple. Et dans ces cas-là, on adopte un LLM avec un coût du coup moindre, qui est moins puissant, mais qui est adapté du coup aux besoins. Dans tous les cas, on n'aura pas d'hallucination et on va gagner en coût. Pareil, il est important de connaître les différents types d'LLM qui existent sur le marché. Donc qu'on ait Mistral, qu'on ait OpenAI, qu'on ait DeepSeek par exemple. C'est important de savoir leurs forces et leurs faiblesses pour adapter le bon LLM en fonction du besoin. Et hop, toi, comme d'habitude, je t'envoie ce petit message pour que tu penses à t'abonner et à laisser un like ou un commentaire, ça te fait plaisir. En tout cas, ça soutient de fou la chaîne et je te dis à tout de suite dans la vidéo. Pour reprendre un petit peu ce schéma, on a donc différents types de triggers qui vont ensuite envoyer un input à notre agent. Donc ici, ça peut être un chat envoyé, ça peut être un webhook, une information reçue d'un précédent flow par exemple. Ensuite, on va lui connecter un modèle, ça va être un LLM cette fois-ci, donc ça peut être OpenAI par exemple, ça peut être un agrégateur d'LLM, j'ai pris l'exemple ici d'OpenRouter. C'est un site qui va nous permettre directement d'avoir plein d'LLM. Ça peut être intéressant dans ces cas-là car on peut jouer avec leurs forces et leurs faiblesses. Cependant, utiliser un agrégateur d'LLM comme ça a un coût légèrement supérieur que passer directement par le LLM, parce qu'il joue du coup le rôle d'intermédiaire, et on paye donc une petite commission à cet agrégateur d'LLM. Ensuite, on peut connecter une mémoire. Donc ça peut être une mémoire à court terme, donc une mémoire directement liée au chat par exemple, ou ça peut être une mémoire long terme qu'on va stocker ensuite dans une base de données. On a ensuite différents outils. On peut aussi connecter un autre agent, donc c'est un autre subflow qu'on peut connecter à cet agent initial, qui va lui aussi avoir son propre agent et d'autres outils. On peut donc faire dans ces cas-là un flow principal avec plein de sous-flows connectés qui peuvent interagir entre eux avec chacun leur spécialité. On peut aussi connecter un serveur MCP. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc c'est la toute première vidéo de la chaîne, vous pouvez la checker juste ici. Là, voilà. Et enfin, on peut aussi connecter par exemple une base de données vectorielle qui permettrait d'interroger des informations stockées. Ça peut être utile par exemple si on fait un système de support pour l'entreprise. Le client envoie un message directement au support qui est connecté à cette base de données, il peut l'interroger et répondre au client en fonction de la question du client. Et répondre en fonction aussi de la connaissance entreprise qui est dans la base de données. Pour illustrer tout ça, on se retrouve directement sur une petite démo. Donc je vais vous présenter un workflow. Je me suis pas mal amusé sur celui-ci, j'ai mis un petit peu toutes les méthodes que j'ai évoquées dans cette vidéo. Le but de ce flow, c'est d'être un agent de voyage. Donc tout simplement, je vais lui soumettre différentes infos, comme l'endroit où je veux partir, les dates de voyage et l'activité que je veux faire. Et cet agent va me sortir le prix du voyage, donc le prix du vol, le prix de l'hôtel et le prix de l'activité. Voilà. Et comme on peut voir ici, j'ai mis un petit peu toutes les méthodes évoquées précédemment. Donc j'utilise de la mémoire long terme, que j'ai un peu simulé avec un Google Doc. Donc on va dire c'est un petit peu là que la mémoire long terme va être stockée. Donc on peut voir ici, je me suis un peu amusé avant. Il a enregistré que l'utilisateur n'aime pas la plage, parce que je lui avais dit que j'aimais pas la plage et que je voulais qu'il stocke cette information-là. Donc ça veut dire que quand je vais réutiliser cet agent-là, il va utiliser cette information-là pour, par exemple, planifier l'activité, etc. Il va pas me dire d'aller, par exemple, faire du paddle, par exemple. Du paddle ou du paddle? C'est du paddle, oui. Enfin bref. Ensuite, on a notre agent. Si je zoome un petit peu,
Donc on peut voir l'agent avec un prompt, avec un format respecté, un output qui est indiqué ici, l'output que l'on peut voir directement dans le structured output parser, ici. Donc ça va être l'output qui doit être respecté en sortie de cet agent-là. Et comme on a pu voir précédemment, il y a l'auto-fixing output qui permet de vérifier que cet output de sortie est le bon. Ici, j'ai rajouté une simple memory. En gros, c'est juste une mémoire de chat qui nous permet de traquer l'historique de conversation dans le chat. Mais voilà, donc ça va jusqu'aux 5 précédents messages. Mais j'ai quand même aussi indiqué donc, la mémoire long terme ici. Donc d'aller récupérer la mémoire long terme directement dans le Google Doc et de l'exploiter ensuite dans l'agent juste ici. Voici les infos déjà que tu as concernant l'utilisateur. Ensuite, cet agent a accès à 2 outils. Un outil pour chercher sur le web, pour chercher les informations concernant le voyage et les tarifs. Et ensuite, ici, on a une base de données. Une base de données qui stocke toutes les demandes de voyage qui ont été précédemment émises par cet agent. Et voilà, donc dans cette base, en fait, on va éviter à l'agent de reproduire ces suggestions si la demande est déjà existante dans la base. Donc une fois que cet output est sorti, on va vérifier que ça nous convient. Ici, j'ai fait une connexion Telegram directement. Donc on va avoir un petit bot Telegram qui va nous dire voici la suggestion que je t'ai faite, est-ce que ça te convient? Oui, non. Si ça ne nous convient pas, alors on va avoir une erreur de flow. Donc ça va trigger tout simplement un erreur trigger qui va ensuite nous envoyer un message pour dire que l'utilisateur a refusé et voilà, il n'était pas d'accord. Et par contre, si l'utilisateur a approuvé, on va alors créer le voyage dans la base Airtable, juste ici. Donc on peut voir qu'on a location, transport, hôtel, nom de l'activité et le prix de l'activité. Et ensuite, si j'ai ajouté des informations me concernant et que l'agent estime que c'est utile de les conserver pour la suite, par exemple que j'aime pas l'eau et pour ne pas me proposer d'activités liées à l'eau, alors il va les stocker dans la mémoire long terme, qui pourront ensuite être utilisés directement ici. Et enfin, l'agent, enfin le flow, me fait un résumé directement dans le chat. Ce que je propose, c'est que je fasse une petite démo directement. Test, non, pas test workflow, open chat. Parfait. On a le workflow qui va tourner, on peut voir qu'il check dans la base de données, il fait ensuite une recherche web pour récupérer les différentes informations de voyage, il en fait même plusieurs, notamment pour l'hôtel j'imagine, pour le voyage, etc. etc. Ensuite, on peut voir que donc, il y a l'output parser qui a été validé, donc c'est-à-dire qu'il est sorti en respectant le bon format. Et ensuite, on a un Human in the Loop. Donc là, ça m'a envoyé un message Telegram pour vérifier les informations. Donc là, j'ouvre Telegram. J'ai mon petit bot qui m'a envoyé un message sur Telegram directement. Et voici la proposition que je t'ai faite pour le voyage. Transport 640 €, vol aller-retour France-Bali. Prix minimum constaté. Bon, c'est vrai que ça me paraît très peu cher quand même, mais soit. Je pense qu'on est plutôt autour de 1000-1500, mais bon. Ensuite, hôtel, 63 €, hôtel économique à 7 € la nuit pendant 9 nuits. Non, il y en a même des exemples. Moi, ça me va personnellement, donc j'approuve. Open. Donc j'arrive directement sur une page qui me dit parfait côté Enlighten. Et si je retourne maintenant sur le flow, directement ça part dans la branche approuvé. Ça me crée ensuite le voyage dans la base de données. Donc là, si je vérifie théoriquement, voilà. Donc Bali, le transport, hôtel, etc., etc. Tout a été indiqué. Comme j'ai indiqué que voilà, je ne mets pas les activités sous-marines, ça les a ajoutées dans la mémoire pour le garder pour la suite. On peut voir ici. L'utilisateur n'aime pas la plage. L'utilisateur n'aime pas la plage. Il déteste les activités sous-marines. Ah, il est violent. Mais voilà, donc il a bien ajouté l'information, donc c'est parfait. Voilà. Et enfin, il m'a fait une réponse normalement dans le chat. Non, il y a the summary of your plan. Il m'a répondu en anglais, bon voilà, c'est pas grave. Non, il m'a fait un résumé, approximativement 163 € avec le total, excluant le repas et le transport local. Donc c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je peux lui demander? Hello, je souhaiterais aller à Bangkok cette fois-ci. On reste dans le thème de l'Asie.
Propose-moi une activité. Donc là, il va récupérer l'information, comme quoi j'aime pas les activités sous-marines. Donc théoriquement, il est censé utiliser cette information-là. On va quand même vérifier les logs directement dans l'agent IA. On peut voir ici, quand on regarde les logs directement de l'agent, que lorsqu'il a fait sa query pour chercher les activités, il a fait meilleures activités à faire à Bangkok, hors plage et aquatique. Parce que j'avais dit que j'avais pas les activités sous-marines. Donc c'est parfait, ça a bien été enregistré. Donc ensuite, je valide la demande de l'agent. Hop, directement sur Telegram. Le node a bien été exécuté. Et ce fois-ci, il me répond. Voilà les retours. Environ 121 € pour 9 jours. Voilà. Donc voilà globalement comment construire un agent IA en évitant le maximum possible les hallucinations. Donc pour ça, on utilise différents moyens. On utilise déjà un prompt qui est solide avec une bonne structure. Ensuite, on utilise un output parser. On peut aussi utiliser un human in the loop pour vérifier par l'action humaine que l'output est correct. Et n'oubliez pas d'utiliser aussi les error workflow qui sont quand même utiles pas mal du temps, que ce soit déjà pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, donc pour être au courant des erreurs et vous envoyer des notifications, pour aussi lancer des triggers en fonction de ces erreurs-là, soit de réitérer le flow, soit de le stopper net, etc. etc. Et c'est le Julien de la fin qui te parle. J'espère que tu as kiffé cette vidéo et que ça t'a appris des choses, ou pas. En tout cas, voilà, que ça t'a fait plaisir d'écouter et que tu en ressors grandi de cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je poste des petites vidéos de temps en temps. Et voilà, si tu as envie de travailler avec moi, si tu as des besoins particuliers en IA en automatisation, tu as mon Fiverr dans tous les cas dans la description de la vidéo. Voilà, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.